J'ai acheté un terrain pour construire 350 unités à Québec. Et on a commencé avec un 2 millions. On a levé 2 millions auprès d'investisseurs qualifiés pour monter la structure du projet. On parle d'un coût de construction d'à peu près 100 millions avec une dette de 90 millions en canadien, pas en CFA. Et après, quand j'écrivais ces objectifs, je les trouvais un peu démesurés en me disant « mais arrête de raconter des histoires, ça va jamais arriver, c'est impossible ». Et la beauté du modèle nord-américain, c'est qu'on a accès à énormément de fonds. Tu peux constamment utiliser un bien que tu possèdes comme étant un apport pour le prochain bien. L'appétit au risque et aussi le confort avec la dette est quelque chose qui a fait toute la différence. Pour moi, l'immobilier au Canada, c'est une licence légale pour imprimer des billets. Ah, mais ça, c'est une punchline, boum. Salut Israël. Salut Philippe. Ça va? Très bien et toi? Ben, ça va très bien, écoute. Merci beaucoup de me recevoir pour un épisode un peu spécial. On est à Montréal, au Canada. Donc, Uriel Bigot, originaire du Bénin. Big up, big up. C'est pas que je connais des Béninois. Le 229, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis passé par la France avant d'arriver au Canada. Ouais. Donc, je suis arrivé en France après mon bac de S. J'ai fait une école d'ingénieur en France à Troyes, où est-ce qu'on s'est d'ailleurs... On a fait la même école. J'ai eu un master en technologie de l'information et en télécommunication. J'ai roulé ma bosse à Paris de 2008 à 2012 en tant que consultant en informatique, à la défense, le classique, stratégie d'entreprise, télécom. Et ensuite, j'ai immigré au Canada en 2012. Avec ma femme, on voulait essayer autre chose. On voulait vivre autrement. On voulait avoir... En fait, on se disait qu'on ne se voyait pas élever nos enfants sur le périph' parisien. Paris étant très petit. Donc, on n'est pas parti de la France, on est vraiment parti de Paris. On est arrivé ici en 2012. Très bonne intégration. Le froid était un challenge au début, ça ne l'est plus aujourd'hui. J'ai travaillé pendant longtemps dans l'informatique ici comme gestionnaire de programme, donc pour toutes les plus grosses boîtes, donc Bell, Air Canada, Mawson. Et après, je suis parti à mon compte comme consultant. Et c'est à l'intérieur de ça que j'ai un peu découvert l'immobilier à la façon nord-américaine. Et après ça, j'ai commencé à faire des investir. Et aujourd'hui, je suis promoteur immobilier à temps plein. Alors, promoteur immobilier à temps plein. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de ton parc, de ton portefeuille? Comment Bien tu sûr. chiffres ça? Ah, bien sûr. En termes d'actifs sous gestion, actuellement, je suis à 30 millions. Ça a commencé ici, avec un duplex, un bâtiment. Pour donner un ordre d'idée, ce qui est intéressant au Canada, c'est que les valeurs augmentent extrêmement rapidement et on a accès à beaucoup de financements qu'on peut utiliser pour répéter encore et encore l'opération. On est en mesure de faire ce qu'on appelle du leverage, d'utiliser un bien comme levier pour en acheter d'autres. Donc, j'ai commencé ici, très transparent sur les chiffres, je l'ai acheté à 517 000 et quelques. En 2016, on a fait des travaux, on a créé un sous-sol, on a rénové ici en haut et au milieu. J'ai eu une évaluation l'année dernière à 955 000. Et dedans, je suis en mesure d'aller chercher pratiquement 350 000 sous forme de levier que je peux prendre pour investir dans d'autres projets. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait ce premier bien. Après, j'ai acheté un bâtiment de 3 logements à la Prairie. Après, un bâtiment de 4 logements à Verdun. La Prairie, c'est sur la rive sud. Verdun, c'est dans Montréal. Après ça, j'ai décidé d'acheter du plus gros. Je suis allé à Sherbrooke. J'ai acheté un 9 logements, après un 7, un 6, un 6, un 11. C'est des immeubles de rapport, ce qu'on appelle ici le multifamily, ou bien les multiplex. Et après ça, j'ai commencé à construire. Donc, j'ai acheté d'abord de l'usager pour rénover. Après, j'ai commencé à construire. Donc, j'ai construit 3 bâtiments de 8 logements. Là, je suis en train de finaliser le 4e. Et après, je suis passé sur du beaucoup plus gros. J'ai acheté un terrain pour construire 350 unités à Québec. Et donc là, on est en cours de discussion avec la ville pour les permis et tout ce qui va avec. 350 unités. C'est un projet que tu chiffres à combien en termes d'investissement? Donc, on a commencé avec un 2 millions. On a levé 2 millions auprès d'investisseurs qualifiés pour monter la structure du projet. Ensuite, une fois que le bâtiment va être construit, on parle d'un coût de construction d'à peu près 100 millions avec une dette de 90 millions en canadien, pas en CFA. Et après, et on parle ensuite d'une valeur de 140 millions. Oui, là, tu passes à un autre niveau, là. Bah, l'idée, c'était de chaque fois se faire un peu peur. Puis c'est drôle parce que quand j'achetais ici, je me faisais un peu mes objectifs en me disant, je vais acheter 3 unités. Donc, j'ai acheté ici, c'est un bâtiment de 3 unités. Puis je me suis dit, non, c'est pas assez, on va en faire 30. Et quand j'écrivais ces objectifs, je les trouvais un peu démesurés en me disant, mais arrête de raconter des histoires, ça va jamais arriver, c'est impossible. Mais écris-le quand même, puis let's go. C'est quand on parle d'avancer un peu avec la foi, puis de pas avoir peur de rêver grand. Ouais. Et donc, j'ai écrit ça, puis ça s'est enchaîné tout de suite derrière. Il y a eu des choses, hein. J'ai rencontré des gens, je me suis formé, j'ai pris des risques. Puis après, je me suis dit, après 30, quand j'ai atteint le 30, je me suis dit,
OK, on va acheter encore plus gros, on va les faire en 300. Puis encore à nouveau, quand j'écrivais mes objectifs, je me suis dit, ben non, ça va jamais arriver. Comment tu arrives à 300? Puis je suis arrivé à ce 350. Puis là, on s'est donné des objectifs beaucoup plus grands. Ma mission, mon objectif de vie, c'est de détenir 1 million d'unités de par le monde. 1 million d'unités de par le monde. Ouais. C'est possible, hein, vu la vitesse à laquelle c'est en train de monter. Donc, en 12 ans, au Canada, tu es passé de 0 quand tu es arrivé à beaucoup, beaucoup de millions en termes de patrimoine aujourd'hui. Même pas en 12 ans, j'ai vraiment commencé. Ici, c'était en 2016. En 2016, donc ça fait 8 ans. Après, quoi. Puis je te dirais que pendant les 2 premières années, ensuite, j'ai rien fait. Puis c'est vraiment sur 2018-2019, un peu pré-Covid, que j'ai vraiment explosé. Puis il n'y a pas eu de secret. Quand j'ai vraiment arrêté de travailler, que je me suis mis à fond là-dedans, ça a percé. Donc c'est aussi une question de quelle est l'énergie que tu mets dans ce que tu fais, quelle est la vision que tu as, puis c'est quoi les actions que tu prends au quotidien pour y arriver. Et la beauté du modèle nord-américain, c'est qu'on a accès à énormément de fonds. Tu vois, je te parle d'ici, je suis en train d'entrer dans les détails techniques, c'est que tu peux constamment leverager, tu peux constamment utiliser un bien que tu possèdes comme étant un apport pour le prochain bien. Donc, si tu es en mesure de créer de la valeur, puis c'est ce que j'enseigne dans mes cours, ma philosophie d'investissement, c'est d'acheter un bien immobilier et d'en pousser la valeur vers le haut. Parce que quand tu pousses la valeur vers le haut à travers des rénovations intelligentes, en allant chercher des meilleurs locataires, des meilleurs loyers, des meilleurs revenus, tu es en mesure de pousser la valeur du bâtiment vers le haut. Tu peux aller extraire une partie de cette valeur-là sous forme de dette qui ne coûte pas très cher et que tu peux utiliser comme apport pour le prochain. Donc, c'est le 1 qui t'aide à acheter le 2. Tu te réendettes, mais bien sûr, je me réendette et c'est un très bon sujet d'ailleurs parce que l'appétit au risque et aussi le confort avec la dette est quelque chose qui a fait toute la différence. Mon objectif dans la vie, c'est d'être le plus endetté possible. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que si j'ai 10 millions de dettes, c'est qu'en face, j'ai un patrimoine de 15 millions. Si j'ai 100 millions de dettes, c'est qu'en face, j'ai un patrimoine de 150 millions. Ce n'est pas de la dette pour de la consommation, c'est de la dette pour de l'investissement et pour de la croissance. J'ai d'autres stratégies derrière qui font que même cette dette-là, c'est pas moi qui vais la rembourser. À travers un ensemble de stratégies basées sur des assurances vie, sur des produits financiers qui, ultimement, vont faire qu'à mon décès, ce ne sera même pas ma famille qui aura remboursé cette dette-là. Donc, je m'endette le plus possible pour avoir le plus de patrimoine possible. Et aussi, ce que j'ai constaté, quand tu es un peu endetté, si tu dois 10 000 $ à une banque et que tu ne les payes pas, ils vont venir frapper à ta porte, ils vont te mettre la pression. Mais quand tu dois 100 millions à une banque, ils ne viennent pas te mettre la pression, ils te disent comment est-ce qu'on peut vous aider. Parce que là, tu n'es plus un client, tu es un partenaire. Ouais. Ce n'est pas la même dynamique. Donc, l'idée, c'est d'être le plus endetté possible, mais parce que bien sûr, en face, j'aurai le plus d'actifs possible. Mais est-ce que tu ne te dis pas à un moment donné, et si ça ne marche pas? Parce que c'est ça la crainte avec les gens quand on a peur du crédit, c'est de se dire, ok, c'est même pas pour consommer, c'est pour lancer un projet, mais si derrière, ça ne rapporte pas ce que j'ai espéré. Ça t'est peut-être déjà arrivé d'ailleurs qu'un projet ne sorte pas vite comme tu l'espérais, ainsi de suite. Ouais, c'est très intéressant parce que je regardais une interview ce matin de Mike Tyson qui doit se battre ce vendredi contre Jake Paul. Ouais. Un combat qui pour moi n'a pas de sens. Parce que le gars, il est vieux, c'est un papy contre un jeune qui veut surfer sur la gloire ancienne de Mike Tyson. Mais on lui disait, qu'est-ce qui va se passer si vous perdez? Et il leur a répondu, mais je ne vais pas perdre. En fait, ce n'est juste même pas une option, en fait. Et des fois, les gens me disent que je suis des loulous, que je suis delusional. Mais c'est ça, en réalité, l'entrepreneuriat, c'est que tu avances de façon, avec une confiance aveugle et aussi une foi aveugle que ça va fonctionner. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire non plus pour autant que je vais me lancer sans savoir ce que je fais. Je me forme énormément. Je communique énormément avec des gens qui sont experts dans le domaine. Je côtoie énormément de gens qui font des projets beaucoup plus gros que les miens. Et donc, j'ai la connaissance qui me donne la confiance de prendre les actions qui font que mon risque, il est mitigé. On parle de quoi à la fin de la journée? On parle de prendre du levier, donc de la dette. Oui, de la dette. Je sais que c'est un mot qui fait peur à notre communauté. Énormément. Mais c'est de la dette qui est backée par des actifs. Et c'est de la dette aussi qui est backée par des revenus. Et ce que je veux dire là va en choquer plus un, mais Philippe, la banque ne veut pas que tu les rembourses. Quand une banque te fait un crédit, elle ne veut pas que tu la rembourses. Ce que la banque veut, c'est que tu lui payes les intérêts sur le crédit. Je ne suis pas en train de dire ici aux gens de ne pas respecter leurs obligations financières, mais regarde la Grèce. Regarde, tu penses que les États-Unis vont rembourser leur dette un jour? Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme ils ont fait avec l'or. Nixon va retirer le gold standard, puis on va trouver une nouvelle monnaie, peut-être, et on va dire, bah, vous savez quoi, cette dette-là, elle est épongée.
La banque n'a aucun intérêt à ce que tu lui rembourses la dette. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas rembourser sa dette. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'obligation que la banque... Quand tu rembourses, elle veut tout de suite te rien dire. Pourquoi? C'est son modèle d'affaires. C'est littéralement comme ça qu'elle fait de l'argent. Donc, elle veut que tu respectes ce qu'on appelle le service de la dette. C'est-à-dire que tous les mois, que tu rembourses, que tu respectes tes obligations. Et ça change tout. Quand j'emprunte 1 million pour acheter un bâtiment de 1,2, déjà, je sais que j'ai un bâtiment de 1,2 en face. Donc, en réalité, j'ai une dette de 1 million. Mais ce que la banque veut, c'est que je fasse mes paiements. Supposons que c'est des paiements de 4 000. La banque veut que tous les mois, pendant 12 mois par an sur 25 ans, que je respecte des paiements de 4 000 $. Quand tu changes ta façon de réfléchir comme ça, tu changes le paradigme. Je ne dois pas 1 million. Je dois 12 paiements à raison de 1 paiement tous les mois pendant 25 ans de 4 000. Bonne nouvelle, j'achète que des bâtiments locatifs où est-ce que j'ai des locataires qui payent ces loyers-là. Donc, donne-moi un seul business où est-ce que tu es en mesure de dire « Hé, Jean, passe-moi 1 million, je vais acheter et détenir un actif de 1,2 et c'est Jacques qui va te rembourser. » Bon. Et en plus, une fois qu'ils ont fini de te rembourser, je peux aller récupérer ce montant-là et aller acheter encore un autre actif avec. Genre, pour moi, l'immobilier ici, c'est ce qu'on appelle... Avant la fin, parce que tu peux leverage. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin d'attendre... C'est ce que j'appelle... Pour moi, l'immobilier ici, c'est vraiment un distributeur de billets. The gift that keeps on giving. Tu vas littéralement là-bas au distributeur et tu retires l'argent de ton compte bancaire. Un bâtiment, c'est ça ici, parce que c'est liquide. En France, la seule façon de récupérer ton argent, c'est de vendre le bâtiment. Ici, oui, je peux récupérer tout le montant qui a été remboursé. On va faire simple. Le bâtiment est entièrement remboursé. Je n'ai pas besoin de le vendre pour récupérer l'argent. Tout ce que j'ai à faire, c'est retourner voir la banque en lui disant « Redonne-moi un pourcentage de la nouvelle valeur. » Et donc, la banque me fait un chèque qui est une dette, mais qui est remboursé par les locataires. Donc, c'est comme si finalement, j'avais créé ma propre banque. Et c'est pour ça que je te parle d'1 million, parce que quand tu as 1 million d'actifs, là, maintenant, tu as un vrai pouvoir financier. Donc, c'est un peu ça l'idée. Alors, il y a beaucoup de choses. Non, c'est ça, il y a beaucoup on va développer pour que les gens comprennent bien le modèle. Moi, j'ai compris, je comprenais pas enfin, je n'étais pas au courant du leverage parce qu'il n'y a pas ça en France. Donc, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et quand j'ai compris ce truc, je me suis dit... Quand je l'explique aux gens qui viennent de l'étranger, ce week-end, j'étais avec Jordan et Julio, qui sont des amis à moi, et il y a leur pote Ilan qui est arrivé de l'Espagne. Quand je lui ai expliqué le principe, je ne suis pas en train de te blaguer. Le lendemain, il a appliqué pour la résidence permanente pour le Canada. C'est un Français. Le lendemain, il a appliqué. Parce que, regarde, pour moi, il y a c'est quoi? Einstein disait que les intérêts composés, c'était la 6e ou 7e merveille du monde. Ouais. Pour moi, le refinancement, la capacité d'utiliser un bien comme étant un apport pour le prochain bien, c'est la 8e merveille au monde. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu beaucoup de mal à faire ma première acquisition. De 2012 à 2016, je n'ai rien acquis. Pourquoi? Parce que j'avais déjà des biens en France. Et parce que aussi j'étais dans une logique. Oui, parce que tu faisais de l'immobilier en France. J'ai commencé en France. J'ai commencé en France pour la petite histoire, c'est que étudiant à Troyes, ça je fais une étude à la Défense, au Lucom, WIFCOM, c'est le nom maintenant, WIFCOM. Et je suis arrivé à Paris, mais je n'avais pas de logement à Paris. Ouais. Puis moi, j'ai pas de famille à Paris, j'ai pas de parents à Paris, j'ai pas de garant à Paris. Tu vois où est-ce que je m'en vais? En toute transparence. Aujourd'hui, en regardant mon profil de l'époque, je ne me serais même pas loué un logement à moi. Pourquoi? Parce qu'il y aurait forcément eu des meilleurs profils que moi. Ouais. Je ne vais pas entrer dans la victimisation, le racisme et tout ça. C'est pas ça que, pour moi, peu importe si ça existe ou pas, c'est pas ça qui est important pour moi. C'est de me dire, avec le profil que j'avais à l'époque, même moi, en tant que propriétaire aujourd'hui, je ne me serais pas loué un logement. Parce qu'il y aurait forcément eu un Jean ou un Jacques qui serait arrivé avec ses 2 parents, qui l'auraient baqué comme garant, qui aurait eu un plus gros salaire. J'avais un salaire décent, mais pas un gros salaire. Donc, j'ai galéré. J'ai vécu au Crous, résidence de jeunes travailleurs, sur Rennes. J'ai dormi dans le métro, dans le RER. Tu as dormi dans le RER? Dans le RER A, pour être précis, Aubert. Après, j'ai dormi au travail. C'est génial quand tu dors au travail, parce que tu es le premier arrivé, tu es le dernier à partir. Oui, bien sûr. tu sais ce qu'on fait, Philippe. Toute situation difficile, on la transforme en situation positive. Mais mettons les choses en perspective. Je suis le dernier à partir. Ah, Uriel, tu rentres pas? Non, j'ai des choses à finir. Ben, bien sûr, j'ai des choses à finir. Et il y avait une douche dans le bâtiment. J'étais au 21e étage de la tour Franklin. Et je descendais au 17e pour aller me laver dans la douche. Et je remontais ensuite au 21e. J'étalais mon lit sous le bureau. Je dormais sous le bureau. Et ce qui était un peu difficile, c'est que la sécurité passait. Donc, je suis un peu en stress. Mais j'ai réussi à gérer. Non, je dormais sous la table. Mais là où le côté positif, c'est que le lendemain, j'étais là avant tout le monde. Oui, forcément. Hey, Uriel, qu'est-ce que tu fais là? Non, j'avais beaucoup de boulot à terminer. Bro, je n'avais pas de logement. Wow. Et tu sais, même le plus drôle, c'est qu'à une époque, je rentrais dormir à 3. Et bien sûr, j'étais avec toute la gang de l'époque, toute la clique. On faisait la fête jusqu'à 2 h du matin.
Ce que j'avais oublié, c'est que moi, je travaillais le lendemain. Parce que j'étais une année d'avance sur eux. Eux, ils étaient encore... Ouais. j'étais en TN10, eux, ils étaient encore en dernière année, donc ils étaient étudiants. Ils pouvaient se permettre de se réveiller à 10 heures du matin. Moi, je devais aller travailler à la Défense, qui est à 1h30 de Troyes. Le challenge est le suivant, c'est que dans même le pas, bus... Paris qui a une heure. C'est ça, qu'après, exactement. Ouais. Le train, à partir de 6h57, il y avait des contrôleurs. Et comme on était cheap, je prenais celui de 6h02 où est-ce qu'il n'y avait pas de contrôleur. Donc, je faisais la fête jusqu'à 2h du matin et je me débrouillais pour aller à la gare, pour être présent à la gare, pour prendre le train de 6h02, en costume, bien habillé, pour aller à la Défense. Alors, pour aller à Paris, ensuite à la Défense, alors que la veille, je buvais du vin mousseux avec mes amis de l'époque. Tu vois le vin mousseux qui est en bas à Lidl, là, celui qui donne les mots de tête. Là. Exactement. Donc, l'immobilier, je me suis dit à ce moment-là, c'est ce qui m'a toujours drivé, c'est que si mon argent n'est pas assez bon pour qu'on me loue un logement... Parce qu'en fait, c'est que tu avais de l'argent, mais on ne voulait pas que mot pour mot, je faisais 36 000 euros à l'époque, 3 000 euros par mois. Le stage, je venais de commencer, c'était très correct. Mais mon argent n'était pas assez bon pour louer parce que je n'avais pas de garant, je n'avais pas de backup, je n'avais pas de personne qui... Une annonce sort sur PAP ce soir, le lendemain, tu vas faire la visite, il y a la queue. Et dans la queue, tu as des gens qui viennent avec leur père qui travaille à la Défense, avec leur mère qui travaille à la Défense, et toi, tu arrives avec ton petit dossier. Ils ne vont pas te prendre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, mon argent n'est pas assez bon pour qu'on me loue un logement, mais il va être assez bon pour qu'on me vende un logement. Et c'est là que j'ai acheté mon premier appartement à Cergy-le-Haut. Pourquoi Cergy-le-Haut? Juste que tu me parles un peu, parce que là, ça, c'est ubuesque, ça. Tu as dormi dans le métro. RER-A, pour être précis, RER-A, à Aubert. Ouais. Comment ça s'est fait? Bah, à un moment, c'est que tu te dis, ouais, qu'est-ce que je fais? Au fait, je dormais chez un ami à moi d'abord en Gain-les-Bains. Après ça, on s'est un peu disputé. Hector, salut, si tu me reconnais. Puis honnêtement, c'est de ma faute parce que je ne comprenais pas pourquoi il mettait la pression pour payer le loyer, alors qu'en réalité, lui, il devait payer quelqu'un derrière. Il me saoulait son logement, en fait. Et aujourd'hui, je comprends tout à fait. Je me suis excusé depuis. Donc, Hector, si tu vois cette vidéo. Et ensuite, j'ai fait avec... Attends. Donc, tu se louais chez lui Ouais. et tu ne voulais pas payer? Non, c'est pas que je ne l'ai pas payé, mais moi, je n'étais pas payé. Moi, j'étais payé. Je sais, mon salaire venait à peine de rentrer, je l'avais dépensé. Donc, tu sais, j'essaie un peu de gérer un peu mon budget. Puis lui, il me mettait vraiment la pression. Mais aujourd'hui, je comprends. Un locataire ne me paye pas le premier du mois et le lendemain, je suis sur son dos. Ouais. Mais je ne comprenais pas cette logique-là. Après ça, je suis allé au Crous avec Camille Samel et Elisère d'ailleurs, au Crous. Oui. Après ça, je suis allé à un foyer de jeunes travailleurs à Suresnes, le T2. Puis au bout d'un moment, j'en avais marre de me balader, au fait. Du coup, là, je me suis dit, OK, c'est ce qu'on va faire. Parce que je passais vraiment de résidence en résidence. Je n'avais pas de logement. J'avais pas de logement. Puis, ta valise tenait en... Oh, elle était au travail. Tu avais deux, trois affaires. Ouais. Je gardais ceux dont j'avais besoin pour la semaine. Je laissais ça au travail. Ouais. Puis, honnêtement... Et on te voyait comme ça, tu rigolais avec tout le monde. Propre, en fait. propre. Mais Philippe, c'est comme là, on rigole, mais on a nos challenges dans nos entreprises. Et si on en parle aux gens, ils vont dire, mais ces gars-là, si je te parle du nombre de millions que j'ai sur ma tête, ouf. Mais zéro stress, parce que la réalité, c'est que s'il n'y a pas de challenge, tout à fait. Si on ne règle pas des problèmes, on ne fait pas d'argent, quelque part. Et donc, c'est ça. Donc, après ça, c'était... j'ai trouvé... Mais du coup, comment tu dors à Aubert? Tu dors dans le train? RER. Tu dors dans la gare? La gare de RER. RER-A. RER-A. Oui, je vois très bien la station d'Aubert. Opéra. Ouais. Comme les SDF qu'on voit souvent là? Ouais. J'ai eu une phase parce que c'était... En fait, c'était en 4 semaines. J'ai eu une semaine à Opéra, j'ai eu une semaine au boulot, j'ai eu une semaine à Troyes. Puis après, j'ai fini par trouver. Wow. Mais ce que je dis là ne doit pas en choquer beaucoup. C'est dur de trouver un logement à Paris. Oui, peut-être. Mais je ne connais personne qui est passé par ça. Peut-être que je connais une personne qui a dormi un jour. Tu ne les as pas interviewés. Ou alors ils n'ont pas voulu dire la réalité. Mais pourquoi j'en parle avec beaucoup de facilité? C'est parce que c'est ce qui m'a forgé. Ouais. Les gens essayent de, et on va se retrouver là-dessus, d'éviter la douleur. Et je ne dis pas qu'il faut se jeter par-dessus un pont, mais... You gotta embrace the pain. En gros, c'est dans la douleur que tu trouves ton salut, au fait. C'est dans la difficulté. Tout ce que j'ai bâti après venait de là. Et je vais te raconter d'ailleurs l'histoire de, après avoir acheté ici, j'ai acheté un bâtiment de 3 logements, un immeuble de rapport de 3 logements sur la rive sud de Montréal. Et c'est là que je me suis forgé. Je m'explique. J'ai eu 3 locataires exécrables. Ils m'ont rendu la vie extrêmement difficile. Pourquoi? Moi, un jeune qui vient acheter le bâtiment que eux avaient essayé d'acheter chez le propriétaire et qui n'avaient pas réussi à le faire. Et d'où est-ce que moi, je débarque, je suis leur propriétaire. Du coup, ils ne reconnaissaient pas mon autorité, qui est celle qui a sur mon titre foncier, au passage. Ils m'ont rendu la vie difficile. Je me souviens de fois, ils m'ont appelé, je venais de refaire entièrement une cuisine avec des meubles Ikea. C'était comme mon ami Carlos qui m'avait aidé à le faire.
les mecs, ils ont lavé leurs chiens dans l'évier, ils ont bouché l'évier, gros dégâts des eaux en bas. Là, comme un con, j'arrive. Déjà, quand tu as un dégât des eaux, tu n'as rien à faire sur place. Ils appellent leur assurance, pas toi. C'est pas toi qui as créé le dégât des eaux. Donc, en fait, je n'avais même pas à me déplacer, mais j'étais inexpérimenté. Je suis allé sur place. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça? Ils m'ont rendu la misère. Et c'était un samedi soir, au lieu d'être avec ma femme et mes enfants, j'étais là-bas en train de me taper, passer la mop, déboucher, nettoyer. Et sur le chemin du retour, il y a une route, comme pour ceux qui connaissent Montréal, c'est la 15 Nord. Et en fait, quand tu prends la 15, tu vois Montréal, tu vois vraiment Montréal, le skyline, tu sais, les bâtiments et tout ça. Et je me suis dit, malgré ça, un jour, j'aurai mon bâtiment dans cette ville. J'aurai ma tour dans cette ville. Et je me suis dit, du coup, Uriel, qu'est-ce que je n'aime pas dans l'immobilier? Je suis très bon avec les chiffres, je suis très bon à lever des fonds, je suis très bon avec le people, mais je suis avec les gens, mais je suis moins bon avec les locataires. Et là, je me suis dit, il faut que je me trouve un gestionnaire d'immeubles. Les gestionnaires d'immeubles ici, c'est sur les bâtiments, les gros bâtiments de 5 logements et plus. Où est-ce que je peux trouver des immeubles de 5 logements et plus dans mon budget? J'ai fait une analyse de tout le marché québécois et j'ai choisi la ville de Sherbrooke. Je suis allé à Sherbrooke, j'ai rencontré les gestionnaires en disant, j'ai pas encore de bâtiment, mais je veux vous rencontrer parce que je veux trouver un gestionnaire pour gérer mes blocs. Une des gestionnaires, Karine et José, m'ont dit, on a beaucoup aimé la vibe avec toi, tu es quelqu'un de super cool, tu as fait la démarche de venir rencontrer alors que tu n'as pas encore de bloc. On a un propriétaire qui veut vendre un bloc. Et c'est comme ça que j'ai acheté mon premier bâtiment de 9 logements, mon premier gros bloc. Et ce bâtiment, il a changé ma vie. Je te donnerai les chiffres, tu vas halluciner. Et tu vois, c'est la difficulté de gérer des locataires qui auraient pu me faire abandonner, mais qui m'a plutôt inspiré à me dire comment je trouve une solution à ce problème-là et surtout comment je me rattache à mon why. Pour moi, puis si tu prends la 15, si tu as l'occasion de le voir la nuit, alors surtout maintenant avec le pont, c'est hyper beau Montréal de loin. Tu as vraiment tous les bâtiments. Et pour moi, c'est un de mes objectifs. Je veux monter une tour dans cette ville. Je veux monter une tour qui a mon nom, qui a ma signature. Parce que, tu vois, au Canada, quand tu regardes les différentes communautés, que ce soit les Asiatiques, ils ont leur propre quartier. Ouais. Que tu regardes les Juifs, ils ont leur propre quartier. Que tu regardes les Italiens, les Grecs, c'est des gens qui possèdent énormément de biens immobiliers. Mais nous, dans nos communautés, justement parce qu'on a peur de la dette, on ne détient pratiquement rien. C'est fréquent de voir ici des gens qui sont ici depuis plus de 20 ans et qui ne sont même pas propriétaires d'un logement. Je ne suis pas de ceux qui vont encourager à acheter ta résidence principale, sauf si c'est un duplex, un bâtiment de 2 logements comme ici. Mais au moins, achète quelque chose, détiens quelque chose. Parce que tu ne peux pas devenir riche juste avec de l'épargne. C'est un nécessaire, c'est un point de départ. Mais ton épargne ne va jamais croître aussi rapidement qu'un bâtiment. On parle d'un bâtiment ici acheté à 500 et quelques mille en 2016 avec 25 000 de mise de fonds. Je le vends demain, je pars d'ici avec 1 million. On ayant mis 25 000 de mise de fonds. Oui, il y a eu des dépenses entre-temps, mais je ne connais aucun investissement qui est aussi rentable. Et en plus, ce bâtiment-là m'a aidé à acheter plein de bâtiments derrière. Je te parlais tout à l'heure des gros bâtiments que j'ai, c'est une autre game, c'est une autre dimension. Quand tu es en mesure de comprendre la mathématique derrière l'immobilier, c'est comme si littéralement tu imprimais des billets. Pour moi, l'immobilier au Canada, c'est une licence légale pour imprimer des billets. Ah, c'est ça, c'est une punchline, boum. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est vrai que quand j'ai compris, pour revenir à l'exemple que tu viens de donner, quand j'ai compris comment le leverage fonctionne ici, je me suis demandé, mais comment c'est possible qu'il y ait des gens ici qui n'achètent pas? There you go. There you go. Un autre exemple, je suis très confortable à parler de chiffres, contrairement à d'autres personnes, parce que tout ce que je dis est sur Internet. Hein, dans mes ateliers, je fais des webinaires tous les dimanches. J'ai 3 divisions, j'en parlais tout à l'heure, mais j'ai 3 grosses activités. J'ai l'éducation, la transaction et la promotion, ce qu'on appelle ici de la syndication. Mais dans la partie syndication, j'ai acheté un immeuble avec le 9 logements, justement avec un partenaire. On a mis, personnellement, j'ai mis 70 000 pour l'acheter. On était 3 à l'époque. On a mis chacun 70 000, donc on a mis 210 000 pour l'acheter. Ce 210 000, ce n'est pas de l'épargne. C'est de l'argent qui venait de mes anciens blocs, de mes autres blocs que j'avais à l'époque, le 3 logements, le 4 logements et celui-ci. On l'a acheté à 722 500. J'arrondis à 750 parce qu'il y a des taxes après avoir acheté le bâtiment. Les taxes de bienvenue, ils appellent ça. Et donc, on l'a acheté à 750 000. On a mis 300 000 de travaux. J'ai négocié tous les locataires, j'ai tout rénové, j'ai vraiment mis ça à un très haut standing. Et donc, en gros, un montant dépensé de 1,50 million, de 1 million et 50 000. Et l'évaluation est sortie à 1,6 million. Juste après les rénovations? Juste après les rénovations. En fait, juste après avoir reloué. On n'a même pas encore joué. Non. Mais c'est ça qui est bien c'est ce qui est bien dans ce genre d'actif, c'est que tu peux forcer la prise de valeur. Sur une maison ou un appartement, ta prise de valeur est basée sur la prise de valeur du marché.
qui est non négligeable. De 2020 à 2024, au Québec, la prise de valeur en pourcentage au Canada était de 168%. Non. Quand tu regardes tous les pays, les plus grands pays au monde, où je pourrais t'envoyer un lien, c'est le Canada est à 168% et le prochain pays, je crois que c'est l'Angleterre qui est à 98%. C'est même pas proche. Là. Tu sais, quand on dit premier sans deuxième, de 2000 à 2024, 168%. Donc, tu aurais acheté une maison à 500 000, elle serait entièrement payée au bout de 25 ans et elle vaudrait 1 340 000. On ne peut pas refaire le passé, mais on peut en apprendre quelque chose. Ceux qui auraient acheté une maison moyenne, le prix moyen d'une maison à 500 000 au Canada en 2000 seraient millionnaires aujourd'hui en dollars canadiens s'ils avaient juste acheté une maison. Oui, sans rien faire d'autre. En payant leur loyer que tous les mois. Quand j'ai acheté ici, on payait 1500 de loyer, plus bas dans la rue. Et quand on a acheté ici, mes paiements mensuels à la banque étaient de 2300. Et ici, j'avais une locataire qui me payait 800 dollars. Donc, en gros, c'était échanger un loyer contre la propriété au même coût. Ouais. No-brainer. Les prix ont évolué, les taux ont évolué, donc c'est plus forcément le cas aujourd'hui. Mais pour revenir à l'exemple dont je t'ai parlé, le 1.6, c'est parce que sur ces bâtiments qui sont plus gros, tu peux forcer l'appréciation parce que la valeur de ton bâtiment est juste directement un multiple, finalement, de ton loyer. Donc, si tu as un bâtiment qui vaut 1 million parce qu'il a 100 000 de loyer, si tu amènes les loyers à 150 000, ton bâtiment vaut de facto 1,5 million. Ah, c'est comme ça qu'ils indexent. Sur ce genre de bâtiment-là. C'est les bâtiments de 5 logements et plus. C'est purement, c'est un multiplicateur de tes revenus. Donc, nous qui avons compris les mathématiques. C'est une mathématique différente. Tout ce qu'on a à faire, c'est comment est-ce que, puis encore une fois, je te parle des revenus. Ouais, bien sûr. En fait, c'est comment tu augmentes la valeur basée sur l'augmentation de ton revenu net. Donc, tu dois augmenter les revenus, mais tu peux aussi baisser les dépenses. Et c'est parce que c'est ce delta-là qui est multiplié. Bref, il valait 1.6, on a retiré 1.2. Donc, et le 1.2 est entièrement payé par les loyers du bâtiment et on a même un excédent tous les mois. Donc, on a sorti 1.2, donc on s'est remboursé tout ce qu'on avait mis comme mise de fonds initialement. On a remboursé les travaux qu'on avait et on est sorti de là avec 150 000. Je le dis de façon imagée, la banque m'a payé pour détenir en bloc. Mais ce n'est pas fini. 2 ans après, la valeur a encore augmenté. Elle est passée de 1.6 à 1.9. On est encore retourné à la banque et on a fait passer le 1.2 de dette à une dette. J'ai une dette aujourd'hui de 1.6 million sur ce bâtiment-là que j'ai acheté à 750 000. Et je le vendrai demain, il partirait comme ça à 2.4. On ne vend jamais ici. Et oui, c'est ça le truc, c'est que je te dis, au final, tu ne vends pas. Non, pourquoi je vendrais? Parce que dans 5 ans, je vais retourner au distributeur de billets, je vais retirer de l'argent encore. Parce que ultimement, si je vends un bâtiment, je prends mon profit, je suis taxé dessus. Alors que là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de sortir une dette. Oui, c'est ça. Donc, je n'ai pas fait de revenus. Zéro taxe. C'est libre d'impôt, là. Tout à fait. Libre d'impôt. Et tu vois pourquoi je vais être endetté. C'est ça la logique, en fait. C'est comment est-ce que je leverage le plus possible pour être en mesure. Et ce montant-là, quand je le sors, j'achète d'autres bâtiments. Donc, les gens vont me voir acheter des bâtiments, mais c'est parce que j'ai fait les choses correctement au début. J'ai acheté un. Ce que tu vois là, ça, c'est là où j'habite. C'est littéralement ceci qui m'a lancé. Mais on pourrait se dire, oui, mais avec tout ce que tu possèdes comme patrimoine, pourquoi tu vis ici? Pourquoi tu n'es pas allé te prendre une super grosse baraque J'ai fait un post dessus sur Instagram. Comme les gens disent, pourquoi tu t'es pas fait plaisir? En toute transparence, je suis à ce stade-là. Je vais t'expliquer un peu ma philosophie. Ouais. Quand tu es conscient de ça, de ce qu'on vient d'expliquer, j'ai du mal à ne pas investir. Ouais, allez, moi, tout ce que je fais doit être rentabilisé. Tu vois, là, je suis en train de chercher ma nouvelle voiture. Je me suis formé sur quel type de véhicule on peut acheter qui ne va pas perdre sa valeur, mais au contraire va en prendre. On n'est plus sur des véhicules exotiques, par exemple. Ouais. Mais il y a des véhicules, aujourd'hui, si tu les achètes, ils ne vont pas perdre de la valeur. Ils vont prendre de la valeur parce que c'est des modèles un peu rares. Tout ce que je fais dans ma vie est basé sur ça, en fait. Quand je prends un billet d'avion, c'est comment je peux le rentabiliser. Je t'explique, je suis créateur de contenu, j'ai ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu penses que je fais quand je vais en vacances? Exactement ce que tu fais là. Oh, tiens! Je fais du contenu. Mais du coup, vu que je fais du contenu et que c'est pour ma business, toutes mes dépenses sont couvertes. Donc, je suis constamment dans le mindset de me dire comment je rentabilise tout ce que je fais dans ma vie. Une maison telle qu'elle, c'est pas rentable. Sauf si tu la construis. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je possède pas mal de... Entre ce que je possède aujourd'hui et ce que je suis en train de construire, j'ai 451 unités. 400 combien? 51 unités. 450 appartements. Hein, ouais. Bien. L'eau, bien, appartement. J'inclus ce que j'ai en France, j'inclus ce que j'ai ici. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'aimais bien en France. Et
À titre personnel, ici, la plupart de mes biens sont détenus à travers des compagnies. Donc, j'ai créé une incorporation, une SCI. À titre personnel, je possédais juste ce bien-ci. Et avec ma conjointe, au cours des dernières années, on a acheté 2 autres biens. Et c'est comme si ça avait débloqué quelque chose dans mon cerveau. Je me suis dit, j'ai 3 enfants. Pour moi, c'est un peu, si tu as 3 enfants, lègue-leur au moins 3 biens. C'est comme nos parents au pays. Tu as 3 enfants, chacun au moins un terrain. Et quand j'ai complété ces 2 acquisitions, je me suis dit, OK, je vais me faire plaisir. Parce que ce que tu vois aujourd'hui, le style de vie que j'ai aujourd'hui, il est un peu opulent, mais c'est parce que c'est le résultat de beaucoup d'années de sacrifice. Pour donner un exemple, ce week-end, tout à l'heure, je vais à Toronto avec un client à moi. C'est hôtel 5 étoiles, on va regarder un match des Raptors. On se fait plaisir, mais c'est parce qu'il y a une époque où est-ce qu'on se sacrifiait énormément. Quand je suis arrivé au Canada, je te le dis, ma femme et moi, on n'est pas allés en vacances une seule fois. Dans nos groupes d'amis, tout le monde partait à Cancun, République dominicaine. On a décidé de se priver pour pouvoir en profiter demain. Et c'est ça la vie, c'est la douleur que tu n'as pas aujourd'hui, tu l'auras demain. Donc, accepte de l'avoir aujourd'hui pour en profiter demain. Et du coup, quand on a acheté cette 3e propriété, c'est comme si ça avait débloqué quelque chose dans mon cerveau en me disant, j'ai 3 enfants, à titre personnel, je détiens 3 propriétés, sans compter ce que j'ai dans mes entreprises, je peux commencer à me faire plaisir. Et donc là, j'ai décidé de m'acheter une maison. Mais même la maison, financièrement, ce n'est pas un bon investissement. Du coup, je ne refuse d'acheter une maison. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est plutôt acheter un terrain dans Montréal. Moi, je ne veux pas sortir de l'île. Je ne traverse pas un pont. Non. Et donc, j'ai acheté un terrain sur lequel je vais construire une maison. Mais la beauté, c'est que le terrain, je vais l'acheter à 500 000. Je vais mettre 300 400 000 de travaux pour la construire et la rénover, mais elle va valoir 1,5. Donc là, à nouveau, je vais pouvoir releverager. Tu vois, donc c'est toujours une philosophie de comment est-ce que je rentabilise tous mes investissements. J'ai fait une vidéo justement tout à l'heure, récemment dessus sur mon Instagram, où est-ce que je disais, les gens vont te voir vivre dans un plex, ils vont penser que tu es pauvre, et ils vont penser que celui qui est à la maison, à Laval, est riche. La réalité, c'est que dans nos communautés, on est trop basé sur on s'appuie trop sur le statut, sur l'apparence. Ah, bien sûr. Dans la communauté noire, bien sûr. Quand j'ai arrêté de travailler, je gagnais très bien ma vie. Un pigiste, je peux te le dire, ça gagne entre 200 et 300 000 parce que tu factures entre 100 et 150 $ de l'heure, tu fais 2000 heures par an. Donc, tu fais un 300 000, 250 300 000. Quand j'ai quitté mon emploi… Dollars, hein. Dollars canadiens. À l'année. Ouais. À l'année. En gros, c'est le revenu que fait ton entreprise. Après, derrière, tu te verses le salaire que tu veux. Quand j'ai arrêté de travailler le 9 à 5, je faisais 250 000 l'année. Et j'ai décidé de laisser tout pour aller dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que ce 250 000-là, je suis en mesure de le faire sur une transaction. Donc, tu vois que si j'en fais 2-3 par an, j'ai rien à faire là-bas, en fait. Mais quand j'ai fait cette transition, les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Oui, tu es fou. Tu laisses un boulot de col blanc, bien habillé, pour aller déboucher les toilettes. Ouais. Ah, les autres ont dit ça ici? Bien sûr. Mais je m'en fous du regard des autres. Le jour où est-ce que je me suis vraiment libéré, c'est le jour où je me suis dit, I don't care. Je m'en fous du regard des autres. Quand tu te libères de ça, parce que tu t'autorises à être vraiment toi et à faire ce que tu es supposé faire. Ma passion, elle est là-dedans. Moi, je suis un gars de chiffres. En fait, j'étais un gestionnaire de programme. J'ai besoin de voir quelque chose se concrétiser. J'ai besoin de prendre une idée et de la transformer. Récemment, avec mon beau-frère, on s'entraînait dans le sous-sol. Il y avait une pièce où est-ce qu'on s'entraînait. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un vrai gym? Ikea, Amazon, tac, 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 on a rénové entièrement. Maintenant, on dirait une boîte de nuit. J'ai fait une story d'ailleurs récemment dessus. Mais on avait une idée, on l'a concrétisée. J'ai besoin de voir ce que je concrétise. C'est cool d'installer des routeurs, c'est cool d'installer des switches, c'est cool de faire de la téléphonie sur IP dans des entreprises. Mais il n'y a rien de mieux que de voir un bâtiment être érigé et de savoir qu'on offre un milieu de vie à des familles. Ici, en plus, on fait du cash. On ne va pas se plaindre. C'est un bon bonus. Ouais. Un bel accessoire.